Extrait de Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités. Par Lexi, du compte Aggressively Trans. Transphobie. Voilà un terme qui laisse rarement indifférent. Pour certains, c'est une phobie de plus dans une liste de sujets qui font que l'on ne peut plus rien dire. Pour d'autres, un outil fabriqué pour servir la victimisation d'une minorité. Pour d'autres encore, une simple question de subjectivité et de sensiblerie. Les personnes qui ne sont pas concernées sont de plus en plus familières avec le terme, mais manquent souvent d'exemples concrets de la transphobie. Ce qui fait que, finalement, c'est l'ensemble des choses que le terme recouvre qui n'est pas deviné sans être vraiment connu. Il y a une logique à cela. On sait si peu ce qu'est pour de vrai une personne trans que ce qu'elle vit spécifiquement du fait de son identité ne peut être pleinement conscientisé. Le rôle de ce chapitre est de clarifier les natures diverses, les idées et les buts qui motivent la transphobie. Les néologismes au suffixe « phobie » sont nombreux et souvent nécessaires pour rendre visibles des discriminations systémiques. Le plus connu est certainement homophobie, mais les luttes sociales en intègrent beaucoup d'autres. Négrophobie, grossophobie, putophobie, etc. Chacun désigne un véritable système de violence, actes, attitudes, paroles, contre une particularité identitaire qui prend racine dans chaque espace de notre société et qui a des conséquences concrètes sur la vie des personnes désignées. Interrogeons-nous sur les racines mêmes de ces termes. Étymologiquement, phobie désigne la peur de, dans notre cas, une peur des personnes trans, de la transidentité en soi. Mais le terme est-il vraiment pertinent ? La transphobie entre lentement dans la conscience collective, faisant l'objet d'études de sociologie, mais désigne-t-elle vraiment une peur ? Réponse courte, oui, mais pas que. Il y a dans la transphobie une programmation intellectuelle et culturelle qui est la résultante de plusieurs normes. Le fait que la majorité des personnes soient cisgenres et érigées en seule norme visible implique que toute variation est immédiatement perçue comme une menace à l'ordre en place et comme une erreur dans la matrice. Il existe un véritable mécanisme de sacralisation des configurations identitaires de la majorité dans un environnement donné. Les caractéristiques du plus grand nombre deviennent une vérité intrinsèque à l'être humain. La médecine valide ces caractéristiques. Lorsque des différences sont découvertes, elles sont classées comme maladies ou deviennent l'objet d'une classification de groupes sociologiques sans que les principaux concernés y participent. L'exemple du racisme à l'époque coloniale, dont nous sommes largement dépositaires, illustre parfaitement ce réflexe à conditionner l'inclusion de certaines identités et à faire de la différence une sous-identité et des personnes la vivant des individus de seconde zone. Les transidentités font pleinement partie de la société, mais sortent de l'ordre majoritaire et sont impossibles à cerner par leur diversité a priori. Tous les ingrédients sont réunis pour créer une idéologie de la peur. Nous sommes parmi vous, nous partageons vos espaces, et pourtant nous appelons par notre existence même à une totale remise en question des normes qui fondent les structures sociales, la construction et la répartition des identités dans les espaces publics et privés. Nous représentons une menace à l'hétérosexualité, à la cisnormativité, au patriarcat et à sa domination. Menace non pas individuelle à l'expression de ces identités, mais au système et aux dynamiques de domination autour de ces identités. À ce titre, nous sommes fondamentalement les actrices de mouvements sociaux qui le remettent en question, le féminisme en premier lieu. C'est le poids des structures en place et ce réflexe de crainte spontanée et de rejet de la différence qui crée une peur envers les personnes trans. Une perception renforcée par la longue histoire de pathologisation de nos identités, qui nous considère comme des malades mentaux en liberté et non pas ostracisés, internés, déshumanisés. Une peur également accrue par notre assimilation à des sortes de créatures androgynes à l'identité indistincte, à des outils d'une homosexualité déguisée cherchant à s'infiltrer dans les relations des hétérosexuels, ces personnes normales. Ces idées sont véhiculées par le vocabulaire, comme nous l'avons déjà analysé. Nos parcours, méconnus, inquiètent aussi. Nos possibilités de changement, nos revendications, le fait que les coming out soient plus nombreux et faits plus jeunes, dans un système qui voit la biologie comme une vérité inamovible, nos corps changeants sont parfois presque assimilés à de la sorcellerie.
Jouer aux apprentis sorciers est une expression qui a récemment été reprise dans les manifestations contre la loi bioéthique, mais qui est aussi utilisée pour attaquer les traitements hormonaux. Un imaginaire imprégné de peur et de superstitions ancestrales refait surface. Il ne faut pas croire que la transphobie s'arrête à cette peur, elle peut se prolonger par une véritable haine. Cette menace de l'équilibre social dans lequel on s'inscrit, même quand cet ordre n'est pas juste, met en colère. Et quand cela concerne une minorité dont on n'a jamais entendu parler, les remises en question semblent nécessairement fausses, les demandes abusives. Et la colère devient haine. Une haine qui a le champ libre, car les mécaniques sociales ridiculisent nos corporalités, nos identités, nos combats et nous déshumanisent. Les discours et la médiatisation des questions de genre et des personnes transgenres restent trop souvent aux mains de médias dits traditionnels, bourrés de stéréotypes. Nos prises de parole sont encore relativement peu nombreuses et d'autant plus invisibles. Notre précarisation réduit nos moyens d'action et de diffusion de la parole, qui est très nettement en notre défaveur. Le sentiment de révolte et de colère profonde existe aussi du fait que les transitions transgressent des lois biologiques, considérées par une majorité comme l'ordre des choses, telle qu'elle doit être, et que les personnes transgenres bousculent. Outre la transition médicale, c'est plus largement la perception d'une usurpation des fonctions biologiques traditionnellement associées à un genre ou à l'autre qui génère une colère. Mais aussi des caractéristiques genrées très présentes culturellement, telles les codes de l'hétérosexualité, avec eux le stéréotype de la virilité, notamment chez les hommes cisgenres. Pour beaucoup, l'idée de relationner avec une femme trans est assimilée à de l'homosexualité, du fait de nos organes génitaux. Cette simple idée est inadmissible, tant la question de l'attirance touche à un point fondamental et intime, et elle fait naître une vraie haine. Pour certains, le décalage entre la perception de genre et la réalité des organes génitaux est inconcevable. Parfois même, le simple fait de nous présenter comme femme ou homme peut déclencher les foudres. Cette haine ne s'exprime pas forcément consciemment, n'est pas nécessairement politique. La question houleuse des préférences génitales amène souvent une transphobie qui n'est pas pensée comme telle. Elle naît d'un refus de reconnaître le genre par-dessus une perception de nos organes, par un manque de déconstruction du rapport au sexe comme interaction entre deux biologies. Au quotidien, la transphobie est une horreur à subir, et nous y échappons rarement. Apprendre la transphobie, c'est voir revenir des mêmes mots. Pourtant, elle reste largement invisible pour les personnes qu'elle ne concerne pas, car elle s'inscrit dans des dynamiques culturelles et des normes très ancrées qui contribuent à nier son existence. C'est cet ancrage profond qu'il faut décortiquer pour mieux voir la transphobie. Comme toute violence identitaire, comprendre la transphobie et agir contre elle ne peuvent être pertinents qu'en s'appuyant sur les expériences sociales vécues en commun par les concernés. Notre inclusion dans les débats qui nous concernent doit être sans concession. Pourtant, le contexte est loin d'être idéal pour mener une action favorable aux questions de genre. Remise en question perpétuelle de l'existence ou de la présence de la transphobie, manque de recul supposé sur le sujet, sensiblerie extrême prétendue des personnes trans. Outre le malaise que notre différence provoque, le fait de ne pas penser la possibilité de notre existence est organisé par un véritable système culturel. Car la transphobie est systémique. Elle n'est pas anecdotique ou l'objet de cas isolés. La transphobie est un système en soi, comme on vient de le voir, résultant d'un autre système, la cisnormativité. Dans une même société, tout se répond. La cisnormativité, c'est considérer le fait d'être cisgenre comme un système sans exception possible. La cisnormativité, c'est cette construction qui estime que le sexe biologique est le facteur qui définit le genre, que genre et sexe sont binaires. La cisnormativité est un système parce qu'elle est la règle qui conditionne tout, notre accès à la médecine et la visibilité de nos maladies. Les rôles qui sont intégrés comme accessibles et acceptables selon notre genre, les fonctions et attentes basées sur nos biologies, etc. Plus largement, être cisgenre, c'est profiter d'une société qui a été faite pour nous, qui nous voit, nous comprend et nous inclut comme une donnée de base viable. À ce titre, cela signifie avoir des privilèges. Par exemple, une personne cisgenre ne sera pas remise en question, ne sera pas sommée d'expliquer ce qu'elle est la norme attendue et connue, elle est normale. Cette simple phrase, si elle implique en sous-texte une question relative au genre, a une formulation si générique qu'elle semble questionner la nature humaine même. Dans le vocabulaire usuel, il n'est pas rare que l'on oppose aux personnes trans les personnes normales. Tout est dit. Être cisgenre est la norme attendue et connue. On calque un genre dès la naissance,
avant même que ça ne prenne un sens. C'est parce que la cisnormativité a été construite et a été transmise comme telle que la transphobie existe. La cisidentité comme norme systémique est incompatible avec l'idée d'une société trans-inclusive. Il y a là une dynamique de cause-conséquence. L'amas de normes et d'attentes autour de la cisidentité exclut en conséquence logique la possibilité de transidentité. Dans un système qui attend de son stéréotype de la féminité de porter la vie, qui a théorisé l'instinct maternel comme un réflexe de femme, qui a instauré une division genrée, créant une charge mentale spécifique aux femmes, l'idée d'un homme enceint ou d'une femme née avec un pénis devient littéralement incompréhensible. Pourtant, il ne s'agit pas d'une question de diversité des combinaisons genre-biologie. C'est cette incompréhension fondamentale due à l'ensemble culturel qui est le nôtre qui a créé la peur et la haine qui fait de la transphobie un système. En conséquence, notre existence même semble incongrue quand elle ne paraît pas impossible. Notre présence dans tous les espaces de notre société est perçue comme indécente, menaçante ou ridicule. La transphobie est partout et concerne potentiellement tout le monde. C'est une question d'ensemble sociologique, d'héritage collectif. J'ai attendu moi-même d'être face à ma propre transidentité pour comprendre tout cela, pour connaître le mot transgenre. Moi-même, qui aujourd'hui écris un livre, j'ai eu honte d'être trans parce que je sortais des normes identitaires. C'est parce que la transphobie est un système, qu'on la retrouve dans nos lois, en politique, dans nos formulaires administratifs, en milieu scolaire, etc. Elle rend mille choses du quotidien plus difficiles, car nous sommes rejetés ou non pris en compte. Le rejet est bel et bien l'une des premières conséquences de la transphobie quand il y a une conscience de l'existence des personnes trans. Car dans une majorité de cas, nous ne sommes pas vus, et par conséquent jamais pris en compte. C'est déjà de la transphobie. Une transphobie contextuelle, culturelle, inactive et souvent involontaire. Certainement. Elle se comprend, elle n'est pas nécessairement malveillante, mais elle existe, et elle n'est pas acceptable pour autant. Il est trop frustrant de contacter le peu de crédit que l'on accorde au quotidien aux paroles directes des personnes trans et à l'adaptation sociale à nos besoins. Cette situation et cette transphobie involontaire, acquise et intrinsèque, ne sont pas uniques. La même dynamique existe pour le racisme, avec là aussi un ancrage historique, économique et culturel. Le sexisme, la putophobie, la grossophobie sont également des systèmes discriminants, presque invisibles, peu remis en question. Il est important de faire preuve d'esprit critique et d'esprit d'analyse. Ces craintes, ces préoccupations ne peuvent pas devenir un frein à l'épanouissement. Et il y a déjà une forme de transphobie, dans l'idée que les personnes trans ne peuvent pas être crues sur les questions qui les concernent spécifiquement. Ce paragraphe n'a pas vocation à culpabiliser, mais à faire penser à ces choses que l'on ne sait pas et que de ce fait on peut penser. Et si je peux comprendre la gêne et l'agacement que ces paroles peuvent créer, il me semble que ces émotions négatives sont le baromètre d'un possible sentiment de culpabilité non assumée ou inconsciente, porte d'entrée dans une réflexion sur la transphobie involontaire.